Merci de nous avoir fait l'honneur de participer avec nous à cette conférence qui sera présentée par notre compatriote étudiant, chercheur, professeur-chercheur, Inch'Allah, dans le futur, sur un sujet vraiment qui est spécial, qui ne tourne pas beaucoup. Souvent on parle du Front Polisario d'une certaine manière, mais là je crois que c'est original. Et Walid, il est arrivé vraiment à bien dépicter donc ce front et justifier justement le fait que c'est pas vraiment logique d'avoir un peuple là, le faire monter sur un certain territoire. Si vraiment il y a le facteur sahraoui, ça doit normalement s'élargir, pas seulement être fixé sur le territoire du Sahara marocain. Donc sans tarder, je donne la parole à Walid pour nous faire sa présentation. 30 minutes à peu près, c'est bien ça. Et après, ça sera donc un moment d'échange, Inch'Allah, que j'espère sera fructueux. Merci. Alors, avant de commencer, permettez-moi d'abord de remercier Sidi Raissi pour le travail colossal qu'il fait dans le cadre du consulat du Royaume du Maroc à Strasbourg. Il porte le flambeau, le drapeau marocain très haut, très fort. Alors, je vous prie de bien vouloir l'applaudir chaleureusement. Alors, le Sahara occidental, un nationalisme sahraoui ou un fait sahraoui. Le Sahara occidental, c'est un territoire qui est situé dans le nord-ouest de l'Afrique, frontalier avec le Maroc, la Mauritanie et l'Algérie, s'étend sur une superficie de 266 000 km² et dispose d'une large façade sur l'océan Atlantique. Ce territoire est revendiqué par le Maroc, bien évidemment, et par un mouvement séparatiste que vous le connaissez tous, le Front Polisario, le Front populaire pour la libération de Sfax el-Hamra et de Gaïdero. C'est un mouvement séparatiste qui a vu le jour en 1973 et qui a proclamé la République arabe sahraoui démocratique, un État non reconnu internationalement ni officiellement en 1976, c'est-à-dire 3 ans après sa création. Ce mouvement s'oppose au rattachement de ce territoire au Maroc et revendique la tenue d'un référendum de détermination pour des raisons géostratégiques liées au contexte de la guerre froide. L'Algérie, elle a choisi de s'immiscer dans ce conflit, elle a accueilli les milices du Front Polisario sur son sol, et le soutient sur le plan politique, diplomatique, militaire, et même dans des actions armées, bataille d'Angala 1976. Depuis le cessez-le-feu en 1991, le Maroc contrôle 80% du territoire, et derrière une longue ceinture de sécurité qui est dotée d'une stratégie très sophistiquée mise en place par Washington. Les 20% qui sont laissés par le Maroc sont contrôlés par le Front Polisario. Alors, la problématique de ce travail, qui est axé principalement sur le Front Polisario, dans la finalité première, est de le décortiquer, et décortiquer notamment sa stratégie, consiste à savoir si l'affaire du Sahara a fait naître un nationalisme sahraoui ou un fait sahraoui, et si les changements politiques, économiques, socioculturels qui ont eu lieu dans le monde post-guerre froide ont-ils poussé les dirigeants du Polisario à trouver une solution réaliste et objective aux problèmes sahariens ou aux problèmes du Sahara, et est-ce que ces variables ont-ils poussé les élites indépendantistes à revoir leurs positions et leurs propositions? Alors, pour répondre à cette problématique, nous allons mobiliser, ou je vais mobiliser dans une première partie, une approche que je qualifie d'historico-politique des relations internationales, qui va me permettre de vous expliquer ce que j'ai appelé dans mon travail le triangle du soutien. Dans une deuxième partie, je vais faire appel à une approche juridique qui va me permettre d'examiner la substance de la race à la lumière de la définition de l'État en droit international. Et en troisième partie, je vais mobiliser des théories du nationalisme qui sont considérées comme une sous-discipline de la science politique aux États-Unis pour analyser les discours des dirigeants du Front Polisario. Alors, première partie, le triangle du soutien de la République arabe sahraoui démocratique. Vous savez, les soutiens politico-militaires du Front Polisario viennent principalement de 3 États. L'Algérie, Cuba et l'Espagne.
Alors, l'Algérie. Vous savez, la politique étrangère de l'Algérie est caractérisée par une obsession d'hégémonie. Et lorsque je dis une obsession d'hégémonie, c'est-à-dire que le dossier du Sahara occidental représente pour les autorités algériennes un moyen pour limiter l'influence du Maroc sur le plan régional, un moyen pour acquérir le statut de puissance régionale et surtout une possibilité pour accéder à l'océan Atlantique dans l'éventualité de la mise en place d'un État qui sera dirigé par le Front Polisario, mais surtout contrôlé par l'Algérie. Depuis sa création, le Front Polisario a bénéficié d'un soutien indéfectible du Front Polisario de l'Algérie, qui soutient, comme je l'ai dit tout à l'heure, comme je l'ai précisé, le Front Polisario sur tous les plans. Ce soutien constitue un lourd fardeau à supporter pour Alger, qui était confronté à une crise diplomatique majeure dans les années 80. L'activisme diplomatique algérien consiste à trouver des soutiens pour la RAST, la République arabe sahraoui démocratique, dont quasiment les quatre coins du globe, et elle ne fait que gonfler les chiffres des réfugiés pour mettre la pression sur la communauté internationale. De ce fait, j'aimerais rappeler que le Conseil de sécurité, dans ses résolutions 2011-2012, a demandé à ce que le HCR puisse recenser les réfugiés et les populations de Tindouf. Cependant, l'Algérie refuse catégoriquement et lutte contre cette exigence fondamentale en matière de droits des réfugiés pour garder une opacité complète en matière, sur le bénéficiaire des aides humanitaires. La diplomatie algérienne continue de nier toute implication dans ce conflit en disant tout simplement que son soutien au Front Polisario n'est qu'une question de solidarité avec un peuple colonisé. La photo que je vous ai mise, c'est la photo d'Abdelaziz Bouteflika avec Mohamed Abdelaziz, la première d'un président algérien dans les camps de Tindouf. C'est une preuve flagrante de l'implication continue et insistante de la diplomatie algérienne dans ce conflit. Deuxième pays, Cuba. Vous savez, l'intervention de Cuba sur le continent africain a trois objectifs. La première, c'est d'apporter une assistance militaire au mouvement de libération nationale. Deuxièmement, c'est exporter le modèle socialiste, comme le cas des échanges éducatifs et de la formation des cadres au sein de l'Union soviétique dans les années 60. Et trois, apporter une assistance médicale aux mouvements qui sont engagés dans un processus de décolonisation. Historiquement, le Front Polisario a été créé par un groupe d'étudiants qui était influencé par le discours émancipateur des révolutions latino-américaines. De ce fait, l'influence du régime castriste a été très apercevable dans la mesure où, surtout dans la guerre qu'a menée le Front Polisario contre le Maroc et la Mauritanie, un uniforme militaire vert olive avec des cheveux et barbe très lents. Et historiquement, l'archipel cubain est considéré comme le deuxième soutien le plus important pour le Front Polisario, dans la mesure où il a, je dirais, contribué au développement du projet politique du Front Polisario à travers différents programmes civils, militaires, axés principalement sur la formation des jeunes. Lorsque j'ai dit les jeunes qui ont été exportés du Sahara, c'est-à-dire du camp de Tindouf, justement à Cuba, dans différents secteurs, l'armement, la médecine et surtout l'administration. Et Cuba, c'est aussi le deuxième pays qui a le plus contribué au développement du combat du Front Polisario en Amérique latine, vu qu'il avait encouragé beaucoup d'États dans la région à reconnaître la République arabe sahraoui démocratique. On va le voir après dans les reconnaissances. Alors, l'Espagne. Vous savez, je pense que tout le monde ici s'attend à ce que je parle de la relation maroco-espagnole. Vous savez, le Maroc est un partenaire stratégique et économique incontournable pour l'Espagne. Et Madrid évite soigneusement tout incident diplomatique qui pourrait envenimer ses relations avec Rabat. Le gouvernement espagnol n'inclut pas, je répète, n'inclut pas le Sahara occidental dans son agenda diplomatique, mais paradoxalement, cette affaire, elle est toujours présente dans sa politique intérieure. Alors pourquoi ? Pourquoi ? Parce que le principal appui du Front Polisario en Espagne provient essentiellement de la société civile espagnole qui entretient des liens très étroits avec les différentes délégations du Front Polisario. Je vous ai mis les différentes délégations du Front Polisario qui sont installées dans quasiment tous les territoires autonomes espagnols et qui exercent une pression énorme sur les acteurs de la société civile. Beaucoup d'initiatives ont été menées, l'engagement de la société civile est très considérable, beaucoup de projets ont été réalisés, je dirais même
voilà, construction des camps, construction des hôpitaux dans les camps de Tindouf, jumelage d'écoles, etc., etc. Et les journaux, ils font régulièrement écho de tout ce qui se passe dans la région. Donc cette politique de non-engagement du gouvernement espagnol laisse le champ politique ouvert aux partis politiques et surtout aux partis politiques. Vous voyez, Pablo Iglesias avec Mohamed Abdelaziz. Pablo Iglesias, c'est le chef du parti de l'extrême gauche espagnol qui défend par toutes ses forces le Front Polisario et qui pousse le gouvernement espagnol à privilégier l'Algérie pour le gaz. Donc les partis politiques, les acteurs de la société civile et surtout les journalistes pour mener des initiatives en faveur de l'autodétermination désirée et souhaitée par le Front Polisario. On va voir après que c'est... Alors, la race, un État, sans État, deuxième partie. La République arabe sahraoui démocratique a vu le jour en 1976. L'événement a eu lieu en Algérie, en présence d'une trentaine de journalistes. Le lendemain, le mouvement séparatiste a publié un communiqué officiel où il explique que la race est un État souverain. Ok. Un État non aligné qui respecte la charte des grandes organisations internationales. Et enfin, il lançait un appel à tous les États du monde pour reconnaître cette entité. Vous savez, dès le premier pas, des étudiants dans les universités, dans les instituts d'études politiques et dans les écoles militaires, ils apprennent que l'avènement de l'État sur le plan international est conditionné par l'existence de 3 critères reconnus par le droit international depuis des siècles. Un territoire, une population et un gouvernement effectif. Une population. L'État est la concrétisation du pouvoir juridique qui exerce une autorité politique sur des personnes, des objets, des biens avec lesquels elle a des liens tenant un rattachement de fait. Lorsqu'il s'agit de savoir si la République arabe sahraoui démocratique a un État, la réponse, ou plutôt lorsqu'il s'agit de savoir si la République arabe sahraoui démocratique a une population, la réponse est toujours négative dans la mesure où les réfugiés sahraouis qui vivent à Tindouf siègent à l'intérieur d'une ville algérienne, Tindouf. Et deuxièmement, lorsqu'ils veulent voyager, ils voyagent avec un passeport algérien. Donc ils n'ont aucun lien juridique avec la race. Donc la race n'exerce aucune autorité théorique ou pratique sur les habitants de Tindouf. Le territoire. Les historiens ont montré que l'apparition du territoire va de pair avec celle de l'État, car l'existence des frontières permet de fixer les limites dans lesquelles s'exerce la puissance étatique. Le territoire est l'espace soumis de la domination de l'État. Il est l'Asis de la puissance étatique. Philippe Jésus, juge de la Cour internationale de justice, explique à ce propos que la règle établie, qui veut que la possession d'un territoire soit pour un État un de ses attributs essentiels, s'explique par le fait que l'on ne peut se représenter un État sous la forme d'une sorte d'esprit désincarné, as a kind of disembodied spirit. Et historiquement, la conception impérative s'est établie par le peuple du dit État et que son gouvernement y exerce son autorité. Ce deuxième élément s'avère lacunaire dans la mesure où la race siège à l'intérieur d'un territoire constitué avec des frontières spatiales bien définies, à savoir ceux de l'Algérie. 3. Un gouvernement effectif. Un État ne peut exister sans gouvernement effectif. Et lorsque je dis gouvernement effectif, c'est-à-dire on doit patienter, je dois continuer, je sais pas. Alors, est-ce que je devrais continuer? Un gouvernement effectif. L'État ne peut exister sans gouvernement effectif. Et lorsque je dis gouvernement effectif, c'est-à-dire, pour paraphraser Max Weber, un exécutif qui aura le monopole de la violence légitime. C'est-à-dire un exécutif qui aura le monopole de la violence légitime, c'est-à-dire une force qui est capable d'assurer l'ordre sur un territoire et une population donnée. Le droit international, il précise clairement que le pouvoir politique doit avoir une prise réelle sur les deux autres, qu'il ait de la maîtrise effective, et sans cette effectivité, l'État n'existe pas. Et inversement, dès qu'un gouvernement a l'effectivité, c'est-à-dire une maîtrise réelle sur les objets qu'il déclare régir, et non une simple prétention subjective, l'État existe. La RASD, elle n'a pas la capacité
d'assurer la protection des étrangers qui viennent dans les camps de Tindouf pour que ce soit des aides humanitaires ou pour faire des festivités. La RASD n'a pas la capacité d'assurer l'exécution des obligations internationales qui relèvent des attributions du pouvoir politique étranger. Tout à l'heure, lorsque j'étais en train d'expliquer, j'ai dit que la RASD, elle a précisé dans son communiqué officiel qu'elle était souveraine. Est-ce que vous savez c'est quoi la souveraineté? La souveraineté, c'est la définition de l'indépendance, la définition juridique de l'indépendance. La souveraineté, c'est un attribut reconnu par le droit international à un État qui n'est soumis à aucune autorité étrangère. La souveraineté implique trois choses: l'autonomie, l'exclusivité et la plénitude de la compétence. Au regard de ce qui précède, nous pouvons dire que la République arabe sahraoui démocratique ne réunit aucun des éléments précités à la notion de la souveraineté et ne pourrait être qualifiée d'État souverain. La reconnaissance est le quatrième élément constitutif de l'État. Vous savez, le Front Polisario, au moment de sa création, il n'avait pas les moyens. Il n'avait pas les moyens, c'est-à-dire qu'il ne pouvait même pas rentrer en contact avec la Mauritanie, avec tout le respect que je dois bien évidemment à l'État mauritanien ami. Mais je parle de la Mauritanie vu la proximité géographique. Donc ce qui s'est passé, c'est que les autorités algériennes, ils avaient suggéré aux dirigeants du Front Polisario de se transformer en État pour se départir de qualité de simple rebelle et être en phase avec la résolution 1514, peuple transformé en État. Après cet événement, et après la création de la RAST, les dirigeants du Front Polisario, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ou plutôt, les dirigeants algériens, les autorités algériennes ont essayé d'internationaliser cette question en cherchant des soutiens auprès de plusieurs États sur le plan international pour faire reconnaître la RAST. Dans cette partie, j'avais fait un vrai travail d'archives. Je vous ai mis dans ce premier tableau les pays ayant reconnu la RAST comme État entre 1976 et 2011. Ils sont au nombre de 82. Aujourd'hui, ils sont au nombre de 24 si on retire la Mauritanie. J'ai entendu dernièrement qu'il y a un changement au niveau des positions et des attitudes mauritaniennes qui veulent retirer leur reconnaissance à la RAST. On est au nombre de 24. Alors comment peut-on expliquer ce revirement au niveau des reconnaissances? La grande majorité des États qui avaient reconnu la RAST étaient soit pour des raisons idéologiques, soit par ignorance des réalités géographiques lointaines. Et lorsque je dis ignorance des géographiques lointaines, c'est-à-dire que la grande majorité des États qui avaient reconnu la RAST étaient soit pour des raisons idéologiques, vu que le Front Polisario était abrité par l'Algérie révolutionnaire et socialiste qui était proche du camp soviétique, et soit par ignorance des réalités géographiques lointaines, car la grande majorité des États qui avaient reconnu la RAST confondaient le Front Polisario avec un peuple qui luttait pour son indépendance. Après la chute du mur de Berlin et le démembrement de l'Union soviétique, et surtout la chute justement de l'Union soviétique et le triomphe du modèle démocratique, beaucoup d'États anciennement communistes, ils ont procédé à démocratiser leur société, comme l'expliquent les transitologues et les consolidologues. Et après justement cette démocratisation, automatiquement il y a un changement au niveau des politiques étrangères. Et bien c'est exactement ce qui s'est passé. Beaucoup d'États, ils ont décidé de retirer leur reconnaissance du Front Polisario, et c'est à partir de ce moment-là que les reconnaissances ils ont chuté progressivement. Au niveau régional, l'Union africaine a reconnu officiellement la RAST en 1984 comme État, contrairement au droit international, au principe de l'effectivité, dont l'acquisition reste une condition essentielle de la souveraineté territoriale, et contrairement à sa propre charte qui stipule l'adhésion des États africains indépendants et souverains. Il faudrait rappeler à cet égard que l'ancien secrétaire de l'Union africaine avait précisé que l'admission de la RAST était une erreur, Adam Kodjo, alors que c'est sous son mandat que la RAST elle a été admise. Et au niveau international, la RAST n'est reconnue ni par l'ONU, ni par l'UMA, ni par la Ligue arabe, ni par l'UE, ni par aucun pays européen ou pays membre permanent du Conseil de sécurité. L'Institut du droit international, dans sa résolution de 1936, a précisé que la reconnaissance d'un État nouveau est l'acte libre par lequel un ou plusieurs États constatent l'existence sur un territoire déterminé d'une société humaine politiquement organisée, indépendante de tout autre État existant.
capables d'observer les prescriptions du droit international et manifestent en conséquence leur volonté d'être indépendants de toute autre autorité. Je m'excuse, je ne l'ai pas continué. Au regard de ce qui précède, nous pouvons dire que la République arabe-sahraouie démocratique, malgré une création non conforme au droit international et malgré une reconnaissance de 24 États, elle ne promet pas un avenir meilleur. L'exposé des positions sahraouis, la troisième partie. Vous savez, Eric Hobsbawm, c'est une très belle plume. Il a écrit beaucoup d'ouvrages, L'âge des extrêmes, L'invention des traditions avec l'African History and Stranger. Et Eric Hobsbawm, il a fait une conférence dans les années 80 au Belfast, dans Queen's University. Et il a fait une conférence tellement il a été apprécié par les organisateurs qui lui avaient demandé d'écrire un ouvrage sur cette question-là. Il a publié Nation et nationalisme, Since, depuis 1780, Program Meets Reality. Il écrivait dans ce livre que quand on aborde la question nationale, il est plus fructueux de commencer par la conception de la nation que par la réalité que recouvre cette notion. Car la nation telle qu'elle est conçue par le nationalisme peut être reconnue à titre prospectif, alors que la nation réelle ne peut être reconnue qu'a posteriori. L'erreur fondamentale des auteurs comme Hobsbawm est de croire qu'il y a des nations réelles et des nations irréelles. D'accord ? Comme certains politiciens qui parlent de la nation comme si elle pensait et agissait. Notre nation, elle part en guerre, notre nation est en danger alors qu'elle n'a aucune existence physique. La nation, ou plutôt ce que j'ai défendu dans mon travail, c'est que la nation n'est pas un fait observable. C'est une idée qui est dite. En d'autres termes, elle n'a d'existence qu'à travers le discours nationaliste. Donc, de ce fait, un nationaliste sahraoui qui explique que le processus de détermination est le seul moyen pour que sa nation puisse obtenir son indépendance, il ne fait qu'un discours, rien de plus. Les points de vue des dirigeants du Front Polisario. Est-ce que quelqu'un pourrait avoir l'amabilité pour nous lire ces discours, pour que je puisse les commenter par la suite? Est-ce que quelqu'un pourrait nous lire? Ok, parfait. C'est bien. En ce moment où nous célébrons cet événement décisif de l'histoire de notre peuple, il est impératif de glorifier nos héros, nos combattants qui ont jalonné le chemin devant nous par leur propre sang et à leur tête, les martyrs de la liberté et de la dignité, El-Wali Mustafa Seyed. Discours de Mohamed Abdelaziz du 21 mai 2005 à Tiferet. Je continue ? Oui. Le peuple sahraoui, victime de l'expansion du Maroc, qui a été la cible du génocide. Discours intégral de Brahim Raleh à la 41e session de la conférence de coordination européenne de soutien et de solidarité avec le peuple sahraoui. L'intifada de l'indépendance dans les territoires occupés au sud du Maroc. Discours de Mohamed Abdelaziz devant le 8e congrès de l'UJSRIO. L'Europe, la France, l'Espagne et d'autres parties accordent des accords et des contrats à des entreprises qui violent le droit international et la décision de la Cour européenne elle-même. Elles encouragent ainsi l'État marocain dans son occupation coloniale, son pillage intensif des ressources naturelles sahraouies. Discours intégral de Brahim Raleh. L'Espagne de 2016 n'est pas l'Espagne de 1975 et il n'y a aucune justification pour ne pas corriger l'erreur, parce que la transition démocratique reste incomplète tant que l'État espagnol ne s'est pas lavé de l'infamie des accords honteux de Madrid. Le nouveau gouvernement et le nouveau Parlement sont appelés à agir sérieusement pour mettre fin à la tragédie du peuple sahraoui, à travers un référendum d'autodétermination. Si elle agit dans ce sens, étant capable et obligée, elle aura fait une réconciliation historique avec elle-même, avec son histoire et avec la justice. Et la démocratie et le peuple et la paix triompheront. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Vous savez, à travers ces différents témoignages, nous pouvons constater d'abord que les dirigeants du Front Polisario, ils essaient de légitimer leur combat, qui est considéré par beaucoup de spécialistes des questions stratégiques, je pourrais citer l'exemple d'Adalberto Agosino, comme une guérilla terroriste et un facteur de déstabilisation des pays maghrébins. Les dirigeants du Front Polisario utilisent aussi ce que les théoriciens du nationalisme appellent
le Dixis national et la carte nationaliste. Regardez bien avec moi la carte nationaliste, peuple, glorifié, héros, combattants et martyrs. Ils font des louanges pour idéaliser leur combat. Dixis national, pour paraphraser Benny Michael, parce que c'est pas moi qui ai inventé le Dixis national, nous, notre. Donc ces petits mots employés, ils montrent que le discours, il est nationalisé. Et lorsque je dis que le discours est nationalisé, John Brady explique dans Nationalism and States que le discours nationalisé est un masque qui cache les aspirations politiques des élites. C'est une arme mobilisée pour deux raisons fondamentales. La première, c'est de manipuler le sujet sahraoui pour disloquer toutes les manifestations au sein des camps de Tindouf et empêcher tout changement de la situation. Deuxièmement, il y a une tentative de garder les choses comme ils sont, c'est-à-dire maintenir le statu quo pour qu'ils puissent profiter de la situation actuelle. Globalement, la stratégie du Front Polisario est caractérisée par trois stratégies. Il y a une stratégie de victimisation. À chaque sortie européenne, regardez, le peuple sahraoui est victime de l'expansion du Maroc. Ils essaient d'endosser le rôle de victime. Il y a une stratégie, je dirais, de propagande exercée depuis 35 ans en Espagne, qui saisit tous les moyens, les moments pour essayer de faire comprendre aux Espagnols que l'Espagne elle a une dette envers le peuple sahraoui pour qu'il puisse rectifier, comme on a vu dans ce discours, rectifier les accords de Madrid. Il y a aussi une stratégie de diabolisation du Maroc. Regardez bien dans ces discours-là, il y a intifada, il y a l'expansion du Maroc, il y a un génocide. Comment ça se fait qu'il y a un génocide alors qu'il y a un cessez-le-feu depuis 1991 ? D'accord ? Ce qui prouve que cette stratégie-là a pour objectif de diaboliser le Maroc sur le plan international pour trouver des soutiens auprès de certains acteurs. Et il faudrait dire que cette stratégie a été très maligne parce que beaucoup d'acteurs ils se sont sympathisés avec le Front Polisario, comme Javier Bardem, Manu Chao, José Saramago, etc. Les discours des anciens membres fondateurs du Front Polisario. Écoutez bien. Polisario ne travaille pas pour les Polisario. Le Polisario a fait emprisonner plus de Sahraouis que l'Espagne. Le Polisario a tué plus de Sahraouis en 10 ans, plus que ce qu'on a tué l'Espagne en 100 ans. Le Polisario autochtone, le Polisario originaire de Sahara occidental, le Polisario auquel nous appartenions à l'époque, ce Polisario-là n'existe plus. Ça c'est clair. Les dirigeants sur place du Polisario savent que le Polisario n'est plus un projet politique, ni fiable, ni viable. La situation les arrange, ils en tirent quelques profits. L'Algérie l'a comme carte. Le Polisario a été piraté. On n'avait plus d'autorité. C'était les Algériens qui étaient les guides du Polisario à travers le monde. Nous, ils nous laissaient la marge de guerroyer contre le Maroc, de faire de l'activisme politique contre le Maroc, mais toutes les grandes décisions, c'était eux qui la prenaient. On a perdu complètement le moment dans notre sort depuis cette époque-là. فكرة مثلا الاستقلال وبناء الدولة حتى هم لا يؤمنوا بها إلى حد ما. بل المهم هو الاستمرار في هذا المشروع. J'aimerais juste préciser que ces discours ils sont issus d'un documentaire qui a été réalisé qui s'appelle Le Front Polisario, Identité d'un franc. À travers ces différents discours ou des discours des anciens membres fondateurs du Front Polisario, nous pouvons constater deux éléments fondamentaux. C'est que le premier, le projet de la création de la MAST fut dicté par l'Algérie. Deuxièmement, et deuxième élément fondamental, c'est que le maintien du statu quo sur la région a provoqué le fractionnement du Front Polisario en deux groupes. Il y a un groupe qui a choisi de rester protégé sous l'égide de l'Algérie
et qui vit dans l'opulence grâce à la reconversion des aides humanitaires en fortune personnelle. Et il y a un groupe qui a décidé de fuir l'emprise de l'Algérie et de rentrer au Maroc pour faire partie de cette solution crédible et sérieuse selon les termes de la communauté internationale du Conseil de sécurité. Donc, vous voyez, dans ces discours, il n'y a pas de dixit national, il n'y a pas de no, ici, ceci, il n'y a pas une sorte de discours nationalisé. Il y a un message clair envoyé aux dirigeants actuels pour qu'ils puissent changer leur position. Et là, on revient à la problématique. Donc, il n'y a pas vraiment et réellement un changement au niveau de l'attitude des dirigeants du Front Polisario qui veulent maintenir les choses comme ils sont parce que cette situation est profitable pour eux. Et puis, il y a un élément justement que je n'ai pas mentionné dans ma présentation, c'est que Mohamed Abdelaziz, l'ancien dirigeant du Front Polisario, est resté au pouvoir pendant 3 décennies. Son successeur, Brahim Ghali, il est au pouvoir pendant quasiment 7 ans. Donc la politique intérieure de la race est marquée par une prévalence de l'autoritarisme, de la corruption, je dirais aussi des assassinats, des détournements d'aide humanitaire, ce qui a provoqué l'émergence d'une opposition interne au Front Polisario. Il s'agit de Khaled Shahid, la voix du martyr. C'est une faction issue d'une scission du Front Polisario installée en Espagne qui dénonce le caractère antidémocratique de la direction actuelle, qui dénonce les assassinats, les tortures, les viols au sein des camps. Je vous ai mis la vidéo de leur dirigeant, celle, je vais essayer de vous la montrer. Alors, et puis après... قيادة البوليسارية التي لا تمثل لا البوليسارية ولا تمثل الشعب الصحراوي ولا تمثل حتى طموح الشعب الصحراوي. قيادة انتهازية مرتشية متسلطة تعيش على حساب معاناة هؤلاء الناس، وهذه القيادة لا تمثل شيئا. لماذا؟ لأنها لم تجري أبدا بالمخيرات أي انتخابات ديمقراطية حرة ونزيهة لتكون هذه القيادة فعلا معبرة عن طموحات الشعب الصحراوي. على الأقل المناطق التي يديرها المغرب وقعت فيها انتخابات بغض النظر عن تلك الانتخابات، لكن على الاقل وقع فيها انتخابات من خلالها تم اختيار نخبه منتخبه، بينما قياده البوليساريو نفس القياده التي هم في السلطه 25 سنه التي هي نفس القياده، وكل ما هنالك ان يتعقد مؤتمرات مسرحيه لتاتي ببيانات يصدقون لها تبقى القياده، ترشح القياده ضد القياده، تبقى نفس القياده في نفس المكان. وهذا هو الذي رغبناه والذي هو فعلا محل النقاش، هو ان قياده البوليساريو لا تمثل معنا نفسها او مصالحها الذاتيه. Alors, le ralliement définitif des anciens membres fondateurs du Front Polisario au Maroc, premièrement. Deuxièmement, l'échec des négociations. Lorsque j'ai dit l'échec des négociations, c'est-à-dire l'absence d'une volonté sincère de la part des dirigeants du Front Polisario de trouver une solution définitive à ce conflit qui a duré de nombreuses années. 3. L'émergence d'une opposition interne au Front Polisario qui est installée en Espagne et qui dénonce le caractère antidémocratique de la direction actuelle et sa soumission à l'Algérie. 4. L'intégration de 80% des populations sahraouies au Maroc qui gèrent leurs affaires locales eux-mêmes en toute transparence et liberté dans le cadre des élections démocratiques dont la transparence a été attestée par la communauté internationale et par justement les derniers rapports de la MINURSO, refute l'image véhiculée par le Front Polisario selon laquelle le Maroc est exploite le territoire, la population et les ressources du Sahara occidental. Alors, vous savez, je vous ai mis un petit élément ici pour que vous puissiez justement voir. Le journal canarien, La Provinciale, publiait 2 articles pour se rémunérer des 200 marins espagnols tués par le Polisario et qui jugent nécessaire de faire un éclaircissement sur l'histoire sombre du Polisario. Meurtre et enlèvement et les conséquences de tout soutien au Front Polisario. Vous savez, aujourd'hui, le nationalisme constitue une menace qui perturbe les sociétés contemporaines. Son objectif ne consiste pas à conquérir le pouvoir, mais plutôt la désintégration de l'État en vue de la création de nouvelles entités étatiques dominées par des oligarchies militaires qui n'ont aucun sens de l'État, ou le développement de projets nationaux. Leur seul objectif consiste de faire de l'État une propriété privée afin d'en exploiter les richesses. Le principe d'autodétermination
où le droit ou la politique de reconnaissance, selon certains auteurs américains comme Charles Taylor, a souvent donné naissance à des États qui sont devenus une source d'insécurité en raison de leur tendance à justement générer la violence et le terrorisme. Et contrairement à certains auteurs français qui expliquent que, comme Maurice Barbier, Laurent Pointier, l'affaire du Sahara a fait naître non pas un nationalisme sahraoui, mais plutôt un fait sahraoui, c'est-à-dire le désir des populations locales à gérer leurs affaires en toute transparence et liberté, dont, je répète, dont le cadre du Royaume du Maroc, qui a accepté de partager sa souveraineté avec ce peuple. Pourquoi ? Parce qu'ils font partie intégrante de notre histoire, de notre identité, de notre culture et de notre identité nationale. Je vous remercie. Merci Walid, on a beaucoup appris, c'est vraiment une analyse très très pertinente. Maintenant je donne donc la possibilité à l'audience d'intervenir si vous avez des questions ou commentaires. Sinon, posez-moi une question en attendant. Très bien, donc moi, ce que je voudrais demander, c'est Walid, je crois qu'on a l'impression, durant ces dernières années, que l'Afrique du Sud aussi a un rôle quand même, peut-être Nigeria aussi à un certain moment, maintenant ce n'est plus le cas. Si tu peux aussi nous éclaircir sur cette question. Et aussi, souvent, il y a une certaine ressemblance sur la manière, les manières du Front Polisario par rapport à ce que faisait justement le gouvernement en exil algérien durant la colonisation française. Il semble qu'il y a une... Donc, je voudrais donc ton avis sur ces deux questions. Tout d'abord, par rapport à la question de l'Algérie et le Front Polisario qui représente justement de la même manière, ou que le Front Polisario représente de la même manière l'Algérie avec le colonisateur français, j'aimerais tout simplement rebondir là-dessus. J'ai précisé dans mon travail, comme vous l'avez constaté, le Front Polisario est selon moi un micro-mouvement nationaliste qui défend les intérêts de l'Algérie dans la région. Donc le fait que ces dernières années, le Front Polisario continue d'insister sur l'application d'un processus de référendum, c'est une preuve que l'Algérie est derrière ce mouvement par tous ses moyens. Première chose. Parce que l'Algérie, elle a obtenu son indépendance grâce à ce processus en 1962. Et le fait d'accepter l'initiative marocaine d'autonomie serait une sorte de délégitimation à son propre pouvoir politique. Concernant l'Afrique du Sud, au moment en fait, où j'ai travaillé, je me suis pas intéressé beaucoup à l'Afrique du Sud, parce que pour moi, l'Afrique du Sud, c'est vrai que c'est un allié, mentionné justement dans les tableaux, mais c'est pas vraiment un soutien qui est du même poids que l'Espagne ou que par exemple Cuba ou voilà, l'Algérie justement. C'est Ali. Bonjour, je suis désolé d'avoir raté la première partie là. Non, c'est bon, je le demanderai après, c'est par obligation professionnelle. Non. Moi, je voulais juste rebondir par rapport à l'Afrique du Sud. Moi, je trouve vraiment que l'Afrique du Sud, c'est un très gros soutien aux Polisario. Dans tous les conseils de sécurité, c'est l'Afrique du Sud qui parle. Elle accuse directement le Maroc d'occupation. Donc, leurs syndicats, ils sont vraiment très attachés à la cause, entre guillemets, sahraoui, et ils s'identifient à ça. Ils disent que c'est un apartheid même là-bas, et que la décolonisation de l'Afrique ne sera pas terminée du moment que le Maroc ne sera pas parti du Sahara. Donc c'est ça pour l'Afrique du Sud, moi. Après pour le Nigeria, depuis 3 ans, ça s'est calmé. Il n'y a plus de... Donc ils sont plus... contre le Maroc, vraiment, il n'y a pas d'antagonisme. Après, il y a un gros projet, donc, ce qui paraît, donc, il y a 10 jours, ils ont finalisé, donc ils vont passer à construire le gazoduc. Donc, ils ne peuvent pas construire un gazoduc en même temps, dire que ça appartient pas. Je pense qu'ils vont mettre en gel un petit peu leur reconnaissance du Polisario.
Moi, ce que je trouve dommage, c'est que la plus grande force qu'a eu le Polisario, c'est les 20 ans que le Maroc a quitté l'OUA. Donc ils ont eu un très grand, un grand canal pour expliquer leurs idées. Donc où le Maroc était absent, il n'y avait que leur voix qui était audible. Donc le Maroc il a laissé faire, mais heureusement, donc on est retourné en Union africaine. Et là, eux, dans leur rhétorique, on trouve qu'ils sont devenus membres fondateurs de l'Union africaine. Parce que c'est plus l'OUA, le Maroc était membre fondateur de l'OUA, et eux, ils se réclament membres fondateurs de l'Union africaine. Pardon. Donc voilà, donc maintenant, à chaque fois donc on voit ça, donc à chaque fois qu'il y a des partenariats entre l'Union africaine ou le Japon ou l'Union européenne, ça donne toujours question de la représentativité, est-ce qu'on va accueillir, est-ce qu'on ne va pas accueillir. Donc déjà ça, ils n'ont plus les coups des franches pour faire ce qu'ils veulent. Déjà, on leur a ôté un soutien au niveau de cette organisation. Après, je pense pour les ralliements, donc il y a des dynamiques. Donc le Maroc, je pense qu'il est dans une bonne dynamique, que ce soit au niveau des ralliements, parce que c'est rare de trouver quelqu'un qui était au Sahara marocain et qui passe de l'autre côté. Par contre, on remarque qu'il y a plus de ralliements vers notre côté. Donc il y a des gens qui commencent à prendre conscience que chez eux, il n'y a pas d'élection. C'est un parti unique. Donc c'est comme la Corée du Nord, c'est pareil. Donc il y a des gens, ils ne votent pas. Contraire au Maroc, comme vous avez dit, on vote et les élections sont libres et transparentes. Et il y a des observateurs internationaux. Donc personne ne peut dire non, c'est des élections truquées ou quelque chose. Et en plus, c'est le plus fort taux de participation au Maroc. On le trouve toujours dans les régions du Sud. Donc aussi, par les reconnaissances, aussi on est passé de presque 80 États à 24 États. Il y a juste des États encore africains qui sont sous la coupe de l'Afrique du Sud. Donc si on revient à ça, il y a des pays qui ont retiré leur reconnaissance. Après l'Afrique du Sud, elle a fait pression et ils se sont ravisés et ils ont gardé leur reconnaissance. Donc je pense moi que l'Afrique du Sud, ça reste vraiment un pays à travailler. Donc j'ai vu qu'il y a eu, depuis 2004, je pense qu'ils ont reconnu la RASD, ils ne la reconnaissaient pas avant, mais ça fait 3 ans, le Maroc il a envoyé un ambassadeur, il y a eu un échange d'ambassadeurs, il passe sur les plateaux télé là-bas en Afrique du Sud pour expliquer la position du Maroc. Oui. Écoutez, je suis complètement d'accord avec tout ce que vous avez dit. Vous avez raison. Après que le Maroc, effectivement, il a pris la décision en fait, de sortir en fait, de l'OUA, suite à la pression énorme qui était exercée par les autorités algériennes. Et Adam Kodjo, en fait, il s'est fait avoir en gros par les Algériens. Donc oui, je suis d'accord, le Maroc, il a fait une erreur en fait de sortir de l'Union africaine, mais il n'avait pas justement un autre choix. C'est-à-dire le choix à ce moment-là était bien fait parce qu'il voulait justement retourner le dossier justement aux Nations Unies pour qu'il puisse y avoir un traitement logique, pas être entouré par des gens qui sont en train de manigancer entre eux. Deuxième chose, c'est que le retour du dossier à l'ONU, c'est ça le commencement du vrai problème. C'est-à-dire parce qu'au début, la discussion elle était bilatérale entre le Maroc et l'Espagne. Et puis après, il y a d'autres parties qui se sont justement rajoutées, comme l'Algérie, comme la Mauritanie. Mais après que le Maroc est sorti de l'Union africaine, il y a le Front Polisario qui s'est rajouté justement aux parties de discussion. Et c'était là en fait le vrai problème. C'est-à-dire que le Maroc, il aurait dû régler définitivement son conflit au sein des Nations Unies et refuser définitivement que le dossier soit renvoyé en fait à l'Union africaine. Voilà. Je voudrais juste saluer parmi nous la présence de M. Ali, membre du Parlement marocain, qui est là pour représenter le Maroc au Conseil d'Europe durant cette plénière. Donc je lui donne la parole pour un commentaire, une question, on saisit l'occasion aussi, s'il vous plaît. التشكيل دوكيومونتير نسلم عليكم شكرا لكم ونحيي جو سوي تري heureux d'écouter des jeunes chercheurs كيشاركوا في لاكوز ناسيونال سي حاجه اللي كتفرح بزاف بالنسبه لينا هكا.
l'approche historique. Il est indispensable pour bien comprendre les origines de ce problème, essentiellement les idées fondateurs de Polisario. Dans un premier temps, ils n'auront jamais l'esprit de séparatisme. Avant 1970, ils sont des militants contre l'Espagne pour rendre le Sahara marocain. Mais l'approche officielle à l'époque, il a une stratégie de step by step. Donc, dans ces circonstances-là, il cherche les armes via Kadhafi, via l'Algérie. Et dans ce contexte-là, que les services de l'Algérie et de Kadhafi, ils ont influencé les Sahraouis pour les rendre des séparatistes. Il est indispensable de comprendre l'histoire. Parfois, donc c'est pour cela que même si on a maintenant un grand problème, mais on doit garder toujours l'esprit que ce sont des Marocains. Il ne s'agit pas d'un peuple sahraoui ou bien des Sahraouis. Ce sont des Marocains. والوطن غفور رحيم. هما يرجعوا بلادهم مرحبا بهم. Merci. Juste sur, j'ai pas besoin de micro, juste par rapport à ce qui vient d'être dit, c'est très important. J'attendais un petit peu que vous parliez de l'opération Écouvillon. Alors je ne sais pas si vous avez eu le temps d'étudier ça. Il faut savoir que le Sahara marocain a été libéré à 90% par l'armée de libération nationale du Maroc. Et il a fallu que le 10 février 1958, la France intervienne. La France intervienne à côté de l'armée franquiste pour liquider l'armée de libération nationale. Et alors on peut regarder, il y a un article très intéressant de 78, je crois, dans Le Monde diplomatique, qui explique ce qu'a mis la France à l'époque pour liquider l'armée de libération nationale. Qui constitue une menace pour les phares. Alors, un pour les phares et pour la Mauritanie. Exactement. Parce qu'à l'époque, Hizb al-Istiqlal réclamait la Mauritanie marocaine. Voilà. Et donc, en fait, ce problème en 58 n'existait pas. Alors, ce que dit Si Mohamed à juste titre, c'est qu'il faut quand même que nous, on se regarde aussi en tant que Marocains. Parce que la manifestation de Tam-Tam en 73, dirigée par Mustafa El-Ouali, qui réclamait le retour du Sahara au Maroc, a été réprimée par la police marocaine. Oui. Donc nous avons une responsabilité énorme à ce niveau-là. Il ne faut pas l'oublier. On peut aller aussi dans le triangle dont vous parliez. Vous n'avez pas abordé la Libye de Kadhafi qui a financé énormément. Il faut aussi penser à l'extrême gauche marocaine. Moi, je suis un peu plus vieux que vous, donc je me rappelle du 15e congrès de l'UNEN, de l'Union nationale des étudiants du Maroc, qui a été complètement dévié selon une ligne et une stratégie nihiliste, donc anti-nationale, anti-patriotique, parce que le mouvement d'extrême gauche était influent dans les milieux étudiants au Maroc et qui ont soutenu, avec Brahim Safati à l'époque à leur tête, qui ont soutenu le Polisario et le mouvement séparatiste. Les accords de Madrid, il y a des choses à dire sur les accords de Madrid. Nous, nos parents, nos ancêtres ont toujours défendu un Sahara marocain dans son ensemble. Vous avez un accord tripartite entre l'Espagne, la Mauritanie et le Maroc, et qui stipule qu'il faut diviser le Sahara en deux. Donc, Sahara ma bqatch maghribiya. Nus diala huwa li maghribi. L'autre est mauritanien. Ensuite, on ne parle pas de Zebtaï Melilla. Donc, comment voulez-vous que le peuple marocain comprenne ça? Donc il y a eu des erreurs à notre niveau aussi, qui heureusement ont été après rectifiées, etc. Mais il faut aussi qu'on sache nous regarder sur cette question-là. J'aimerais juste rebondir justement à ce que vous avez dit. En fait, vous parlez d'une approche historique. Alors que moi je fais les sciences politiques et les relations internationales, je devrais traiter le sujet d'une façon à jour. C'est-à-dire, lorsque j'ai parlé du triangle des soutiens, le triangle du soutien à l'heure actuelle, la Libye, actuellement, c'est un État qui est complètement décimé.
Il n'y a plus de Kadhafi. Kadhafi fait partie du passé. J'en suis conscient que la Libye, c'était un allié incontournable pour l'Algérie, pour le Front Polisario. Et si vous jetez un coup d'œil sur mon travail, vous allez voir justement que j'ai évoqué une partie de l'histoire. Et si vous voulez, s'il est donné, je pourrais faire une deuxième présentation qui porte uniquement sur l'histoire, où je mentionnerai tous les éléments que vous souhaitiez et tout ce que vous désirez. S'il vous plaît, je voudrais aussi saluer la présence parmi nous de Saïd El Amraoui aussi, qui est là pour représenter le Maroc au Conseil de l'Europe. Je ne sais pas si vous avez un commentaire à faire avant de passer. Merci beaucoup, Monsieur le Consul, d'abord. Salam alaikum, Jami'an. Je suis très heureux, bien sûr, de me retrouver avec une élite de la diaspora marocaine ici à Strasbourg, une ville quand même extraordinaire, avec une population extraordinaire et une histoire extraordinaire, où l'apport des Marocains dans cette ville, il est reconnu par tout le monde et on est heureux de l'autre côté des frontières. Là, je voudrais d'abord féliciter notre jeune docteur, un doctorant, un chercheur. D'accord, vous êtes doctorant, donc c'est des sujets qui méritent d'être traités, beaucoup de recherches à faire, parce que c'est un sujet effectivement où l'approche, je rejoins ce qui a été dit en disant que parce que dans la partie accélère, c'est important de comprendre l'histoire aussi. C'est important parce que la genèse du problème autour du Sahara, je ne parlerai pas d'erreur. Je parlais d'un cheminement. Il y a eu un cheminement. Le Maroc, l'indépendance du Maroc est particulière. On ne peut pas la comparer à d'autres indépendances d'autres pays. Il y a eu un cheminement. L'indépendance du Maroc, ça a commencé par un pays qui a été divisé en plusieurs parties. Une partie dirigée par la France, une autre partie divisée par l'Espagne vers le nord et puis vers le sud, avec même une ville internationale. Ce n'était pas évident le processus d'indépendance. Et puis, c'était une indépendance qui a été négociée. Il y avait une lutte nationale très très importante dans laquelle, par la suite, le Maroc a privilégié, les nationalistes de l'époque ont privilégié une approche. Et puis, il y a eu plusieurs étapes dans cette. Là, vous avez parlé déjà Sidi Ifni, une partie a tenu jusqu'à Sidi Ifni, je crois que c'est 58, Sidi Ifni. En 1960, le Maroc reconnaît pour la première fois un État qui est la Mauritanie, notre pays, notre voisin, frère et tout. Et puis, rapidement, en 1974, est commencé à naître. L'Espagne a commencé, le déclenchement, c'est que l'Espagne, en 1974, déjà avait commencé à préparer un État au niveau de... Elle avait commencé en 1974, elle a décidé de lancer un référendum à l'époque. Oui, le parti politique, il a commencé à faire un... C'est là où le Maroc a intervenu, a déposé la demande au niveau des arrêts pour pouvoir un petit peu donner... Et rapidement, l'Espagne, après la proclamation de la Haye, rapidement l'Espagne a commencé à discuter avec le Maroc, parce qu'avant, je ne le faisais pas. Au fait, j'étais avec l'accord tripartite. C'est une étape. Peut-être que le Maroc n'avait probablement aucun choix, autre que ce choix. Il y a l'accord tripartite, où jette la marche verte. L'Espagne et l'armée espagnole, la fin de 75, et la veille de la sortie d'hier, il y a eu la proclamation d'Algérie d'un État qui s'appelle le Polisario. Et le Maroc a commencé, on n'était pas en position difficile, franchement, le tournant, je vais juste rapidement, les tournants pour moi qui sont très importants. 87, la fin de la construction du mur, c'était la fin de la guerre. Le Maroc a gagné la guerre sur le terrain, parce qu'avant 87, il a beaucoup souffert, avec pertes, le harcèlement avec les milices d'Al-Polisario, c'était pas évident. À 87, c'est fini. Déjà le cessez-le-feu en 91, je crois, donc j'arrive pour entériner un fait, et où la guerre était terminée. Par la suite, le Maroc a commencé à présenter avec le projet d'autonomie.
وحد ذاك الساعات جلاو جوج ديال لي كورون، ان كورون اللي باغي يبني المستقبل ديال هاد الشعوب المغاربيه، اون فيزيون ديال سا ماجيستي اللي دايوغ الى واحد سيغتان مومون الى في بروكلامي تيقول بان لا بوبيلاسيون ما خصهاش تخلص الدين ديال هذا الحق، يفو كي ديفلوبمون نيفو دو سي بروفانس. وكانت عاوتاني ان كورون ديال لي زافيرسير المغرب تو ديال انه ليسي هذا لو كونفلي يبقى دائما الحجره تعرف عند ليفوليسيون ديال المغرب. دونك دي دو فيزيون اللي كي سو سون باينين كلير. ولو ماروك داك الساعات tous ceux qui suivent le dossier يعرفوا بانه la fin de ce conflit ne se jouera pas sur une courte vitesse, sur une vitesse, mais surtout ça un marathon, un demi-fond. Il fallait doucement, petit à petit, on a commencé à gagner des batailles très très importantes depuis 2017-2016 au niveau de l'ONU. L'ONU commençait à parler d'une solution durable, équitable, politique. C'est déjà important. Plus personne depuis maintenant des années, aucun mot, parce que l'ONU est la seule qui est saisie du dossier. Même tous ceux qui peuvent en parler ne font que n'ont pas cette possibilité ou ce droit. Donc l'ONU ne parle plus de référendum parce que c'était, et même les anciens représentants spéciaux du secrétaire général n'ont plus parlé, et ils ont dit même déclaré que l'impossibilité du référendum, donc il y avait entériné avec le problème du Calmari, donc il n'y avait plus. Maintenant on parle d'un projet d'autonomie. Regarde le projet d'autonomie, c'est la limite de ce que peut offrir le Maroc. Qui cherche à ça maintenant? On ne peut pas négocier, parce que c'est très important. Le Maroc ne négociera jamais quelque chose au-delà de l'autonomie. C'est une autogestion des affaires politiques, économiques, judiciaires, et la population au niveau régional. Comme ça se passe dans tous les pays où il y a une autonomie de certaines régions. Au-delà de ça, bien sûr, il n'y a aucune D'abord, après le tournant le plus important, le retour à l'Union africaine, qui est quand même très important. Après les visites, Sa Majesté au niveau de ces pays, 46 visites sur 26 pays en Afrique, plus de 1000 accords signés en Afrique, c'est quelque chose d'extraordinaire. C'est pas évident d'imaginer ce que c'est que 46 visites en Afrique, parce qu'après les visites de Sa Majesté, il va vraiment vers le peuple africain, il va vers donc avec 1000 accords. Aujourd'hui, les pays qui ne reconnaissent plus le Polisario en nombre très très important. Après, quelques pays dans certaines régions qui reconnaissent toujours le Polisario. Une autre étape, la mise en place des consulats au niveau de la UNODACHLA. On n'est plus dans la position de neutralité. Les pays sont là pour soutenir la Mauritanie. Ça, c'est clôturé par l'apothéose, c'était la reconnaissance des États-Unis de la Mauritanie Sahara. Inch'Allah, on espère que ça va être le début d'un certain nombre. Déjà, c'est une garantie très importante pour tous les investisseurs étrangers au niveau de ces pays, puisque les États-Unis est un marché le plus important dans le monde et qui donc tous les produits des provinces du Sud peuvent être commercialisés au niveau de. En tout cas, ce résultat n'a été possible que grâce bien sûr à la clairvoyance de Sa Majesté, ou grâce à l'unanimité nationale autour de la question. C'est une question qui connaît l'unanimité, bien sûr dans des périodes quelques courants, bien sûr progressistes, une jeunesse qui aspirait à une ouverture à l'époque, bien sûr, dans le cadre de la guerre froide, dans le cadre d'une jeunesse qui aspirait à quelque chose, à un idéal qui était à l'époque particulier. Maintenant, encore une fois, c'est l'unanimité nationale et la participation de tout le monde. Et parmi la participation, cette réunion est aussi une contribution très importante parce qu'il faut que nos jeunes, parce qu'il y a une génération on va passer le relais à une autre génération, parce que ce n'est pas une solution qui va être réglée définitivement je ne crois pas que ça va être réglé définitivement dans les 10 prochaines années, peut-être pas dans les 20 prochaines années, on ne sait pas. Donc il faut qu'il y ait une génération qui prenne le relais, une génération de patriotes marocains qui prennent le relais et qui, bien sûr, comprennent le sujet. Et quand on explique ça
même au plus récalcitrant, l'intégrité territoriale, pour l'occasion, hier, il y avait l'Espagne qui défendait son intégrité territoriale au Conseil de l'Europe, et il fallait les écouter. Mais avec les thèses de l'intégrité territoriale, l'Espagne, le problème des Catalans, le Conseil de l'Europe, ou les Espagnols, qu'est-ce qu'ils répondaient? C'est un problème. Si on peut faire un parallélisme, la même chose. Ils ont osé, au terme de crime, tous ceux qui ne reconnaissent pas l'intégrité territoriale de l'Espagne. Donc, tous ceux à qui on explique la question finissent par comprendre que la cause nationale est une cause juste. Elle est juste parce que nous, on y croit, mais elle est juste aussi par les faits. Merci beaucoup. Bon, sinon, je peux parler comme ça, sans micro. Tout d'abord, je tiens à vous remercier pour ce travail qui... Bon, alors, je m'appelle Lemlih, je suis avocat au barreau de Strasbourg. Donc, je viens ici parce que j'étais invité comme tout le monde. Merci. Et donc, je tiens à vous remercier pour ce travail qui vraiment coïncide, surtout avec l'actualité, qui est brûlante des deux côtés. Je rejoins tout à fait ce qui a été dit par monsieur le parlementaire, qui est l'approche historique qui est indispensable pour toute étude scientifique. L'approche historique est indispensable. Je rejoins ce qui a été dit effectivement, et je voulais juste vous poser une question. Lorsque vous avez parlé des triangles, ou le triangle, l'Algérie, Cuba et l'Espagne, quand vous avez parlé de l'Espagne, la société civile, est-ce que vous avez abordé la question, l'aspect économique, l'intérêt? Parce que dans les années 70, surtout 74, 73, lorsque l'Espagne, à un moment donné, demandait l'accélération de l'autodétermination, à savoir organiser le référendum, l'Espagne a découvert le phosphate dans cette région. Et le Maroc avait demandé la suspension de ce référendum devant la Cour de la Haye, et l'Assemblée générale du Conseil des Nations Unies a effectivement donné droit au Maroc. Donc là, il y avait cet aspect économique. Pourquoi l'Espagne? Parce que vous voulez accélérer le référendum pour conserver la main, garder la main sur le phosphate, en donnant l'indépendance à cette population, à cette zone, et ensuite garder. Donc, je pense que l'aspect économique, je ne sais pas est-ce que vous l'avez abordé dans votre travail, mais c'est une question très intéressante. Et ma deuxième question, une petite question. Alors, l'intitulé de votre séminaire, c'est « Le Sahara occidental, un nationalisme ou un fait sahraoui ». Moi, je n'ai pas eu encore la réponse. Est-ce que c'est un nationalisme ou un fait? Donc, si vous pouvez m'éclairer là-dessus, merci. Merci beaucoup. Vous m'avez demandé si j'avais évoqué la question économique par rapport à la position de l'Espagne lorsqu'elle a découvert le phosphate. Vous savez, l'avis de la Cour internationale de justice, il est clair. Écoutez bien. Les éléments et renseignements portés à la connaissance de la Cour montrent l'existence au moment de la colonisation espagnole des liens juridiques d'allégeance entre le sultan du Maroc et certains de tribus vivant sur le territoire du Sahara occidental. Il montre également l'existence des droits, y compris certains droits relatifs à la terre, qui constituaient des liens juridiques entre l'ensemble mauritanien, au sens de la Cour l'entend, et le territoire du Sahara occidental. En revanche, la Cour conclut que les éléments et renseignements portés à sa connaissance n'établissent l'existence d'aucun lien de souveraineté territoriale entre le territoire du Sahara d'une part, le royaume du Maroc ou l'ensemble mauritanien d'une part. La Cour n'a donc pas constaté l'existence des liens juridiques de nature à modifier l'application de la résolution 1514 de l'Assemblée générale des Nations Unies quant à la décolonisation du Sahara et en particulier l'application du principe de détermination. Qu'est-ce que vous constatez à travers l'avis de la Cour internationale de justice? La première chose, c'est qu'il y a l'absence complète de l'Espagne. C'est-à-dire, après que l'Espagne a découvert le phosphate, l'avis de la Cour internationale de justice, il était tout à fait clair. L'Espagne, elle était tellement obligée de plier bagages et de dégager.
Première chose. Deuxième chose, pour revenir justement sur ce que vous aviez dit, est-ce que cette affaire, elle a fait naître un nationalisme sahraoui ou un fait sahraoui? J'ai répondu à la conclusion. J'ai dit que, contrairement à certains auteurs, comme Maurice Barbier et Laurent Pointier, l'affaire du Sahara a fait naître non pas un nationalisme sahraoui, mais plutôt un fait sahraoui, c'est-à-dire le désir des populations locales à gérer leurs affaires dans le cadre du Royaume du Maroc, qui a accepté aujourd'hui de partager sa souveraineté avec ces populations-là. Pourquoi? Parce qu'ils font partie intégrante de notre histoire, de notre culture, de notre identité, de notre unité nationale. Merci. Salam alaikum. Abdrani Azad, je suis de Nancy, je suis président de Emprunter un peu l'ancienne association. J'ai une question d'un ami qui n'est pas là. Parce qu'on organise en novembre un événement sur le Maroc. Il y aura une conférence sur le Sahara. Voilà, il dit que un journaliste marocain, Sidek Oumanino, il a écrit beaucoup d'ouvrages sur le Sahara. Et où est-ce qu'on peut trouver ces livres? Voilà, parce qu'on en aura besoin pour préparer le... Où est-ce qu'on pourrait trouver? Voilà, ils sont publiés où? Mon livre? Non, les livres de Sidek Oumanino. Ah, je ne sais pas, il faudrait... Voilà, je fais le message. Et ma deuxième question, en fait, c'est d'après ce que j'ai compris, on ne peut pas constituer une nation sur la base d'un nationalisme. Voilà, et vous avez fait l'approche de l'explication c'est quoi un État, c'est quoi une nation. Un État, c'est un gouvernement, des institutions, une administration, une police, tout ça. Et si on voit le Maroc, c'est depuis des 1000 ans, 1200 ans que tout ça existe. Après, il a été colonisé, mais l'État continuait, s'est arrêté à un moment, mais il y avait toujours l'État marocain avec tous ses fonctionnaires et tout ça. En Algérie, l'État algérien, il a commencé juste après l'indépendance. Il n'y avait pas des Algériens, il n'y avait pas un État comme le décrit la politique. Et le Polisario, c'est la même chose. Entre l'État, la création de l'État d'Algérie et l'État de Polisario, il y a 10 ans. Donc, pour moi, c'est un peu la même chose. L'État algérien et la Jamhouria démocratique sahraouia, c'est la même histoire. Du coup, si vous avez dit que le discours, le nationalisme, il est fabriqué par un discours. On parle toujours de nation, de martyrs, je ne me rappelle plus du reste. En fait, c'est le même discours qui est encore maintenant, qui a fait l'existence de l'État algérien. C'est toujours le martyr, les héros, et quand ces choses-là, on ne peut pas baser une nation sur ces choses-là. Ces choses-là tombent comme un château de cartes. L'existence elle-même tombe. Et je pense le Polisario, sans que le Maroc fasse une guerre comme il l'a fait plus gentiment. Le Maroc, il a été plus gentil parce qu'il a reconnu un État à côté de lui, l'Algérie, pour une paix régionale et tout ça là, parce qu'à l'époque, il ne voulait pas d'un vide à côté, et encore un bazar. Et tous vous avez bien regardé, et tous les États à côté, ils sont fabriqués de la même manière. Et parce qu'ils n'ont pas une base étatique vraie comme la France, le Maroc et tout ça. Et quand ils tombent, et c'est no man's land, comme on dit, la Libye c'est pareil, elle a été montée sur un nationalisme, et beaucoup de pays arabes comme ça, et quand ils sont tombés, il n'y a plus rien. Donc, par exemple, on peut avoir un territoire, on peut avoir un peuple, mais on ne peut pas avoir une nation. Voilà. Et le sol, ça ne veut rien dire. Même si on donnait
un territoire au Sahraoui, ils ne peuvent pas constituer une nation. Une nation, même si vous dites que c'est que de la... Vous parlez de politique, pas d'histoire, mais on ne peut pas faire tout le temps que de la politique. On peut faire de la politique dans les débats, mais un État, il n'est pas basé que sur de la politique. C'est une vraie histoire. Un peuple, c'est une identité. Ils n'ont pas d'identité. Et on ne peut pas constituer une identité comme ça. Le peuple juif, il a une identité, même s'il n'avait pas de territoire. C'est des 4000 ans. Le palestinien, c'est un peu pareil. Mais l'État de Polisario, c'est un... Et je pense que ce qui est malheureux, c'est que ce qui va arriver à l'Algérie, il va arriver à Polisario, et c'est ça. C'est parce qu'il n'y a pas de... On peut être... voilà, il faut voir les choses, il n'y a pas de Polisario, il n'y a que l'Algérie. Il n'y aura pas d'Algérie, il n'y aura plus de Polisario, mais il y aura toujours le Maroc. Parce que c'est un État, un vrai État. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Séculaire. Non, elle a déjà répondu. Je voulais parler de la Libye, alors, mais on avait bien. C'est bien. Merci. J'aimerais rebondir en fait sur ce qu'il avait dit. Alors, vous avez parlé de la nation tout à l'heure lorsque j'étais en train de discuter. Je vous ai expliqué que dans mon travail, j'ai défendu l'idée que la nation n'a pas d'existence physique. Dans mon travail, comme les post-classiques américains, Michael Collin, Michael Bellick, c'est des auteurs, Roger Brubaker, sont tous des auteurs américains qui ont défendu l'idée que le nationalisme c'est un phénomène discursif. La nation n'est pas un fait observable. D'accord ? N'est pas un fait observable. C'est-à-dire si on sort dehors, on entend parler de la nation, mais elle n'a pas une existence physique. D'accord ? Elle n'est pas un fait observable. La nation, c'est un discours. Vous avez parlé aussi de l'identité. Vous savez, l'identité n'existe pas. L'identité, c'est quoi ? C'est une histoire, une culture, d'accord, un passé commun. Et tous ces éléments-là, l'histoire, le passé commun, ils font partie intégrante du discours nationaliste. D'accord ? Donc un dirigeant du Front Polisario qui essaie, à travers un discours nationaliste, d'expliquer que ces martyrs, ces combattants, ils se sont battus, ils ont laissé leur sang sur le champ de bataille, il ne fait qu'un discours, rien de plus. Rien ne prouve que il y a une nation, justement. D'accord ? C'est justement ce que je voulais vous dire. Juste pour que vous puissiez... voilà. Voilà, je suis enseignant universitaire. Vous avez dit en fait, le Polisario, ils ont une stratégie. D'abord, ils pensent toujours qu'ils sont victimes. La deuxième chose, la propagande. Voilà. La troisième chose, ils essayent par tous les moyens de diaboliser l'image du Maroc. Voilà, en tant que Marocain, des fois on tombe dans ce piège-là, on tombe dans la propagande. Le Polisario, le Front Polisario, en fait, n'est pas un État. C'est rien, en fait. Il n'est même pas une association. C'est une association qui n'est pas enregistrée juridiquement. Alors, vous pensez, quand le Maroc il a essayé de négocier, de dialoguer avec ces personnes, est-ce qu'il a fait une erreur? Parce qu'au niveau juridique, selon des avocats compétents internationaux, le Front Polisario n'est même pas une association enregistrée. Je pense que la grande majorité des gens qui parlent du Front Polisario, ils oublient complètement que le Front Polisario, c'est l'Algérie. Ça, c'est ma vision. D'accord ? Et ce mouvement, il est mis en place par l'Algérie pour défendre ses intérêts dans la région. D'accord ?
Juste pour revenir en fait à ce que vous avez dit, tout à l'heure dans mon projet, j'ai expliqué comme quoi la race, c'est pas un État. Parce que pour être un État, il faudrait avoir un territoire, une population, un gouvernement effectif. Et ils ont mentionné aussi qu'ils sont un État souverain. J'ai essayé de démontrer comme quoi ils ne sont pas souverains. Une association, c'est une association de propagande. C'est une association de propagande qui est mise en place par les autorités algériennes pour effectivement défendre leurs intérêts, pour attendre qu'il y ait un changement qui pourrait se passer dans la région pour qu'ils puissent, comme j'ai dit tout à l'heure, accéder à l'océan Atlantique pour exploiter leurs hydrocarbures dans l'éventualité de la mise en place d'un État. Comme j'ai dit, ils attendent en fait un petit moment où le Maroc il sera faible pour qu'ils puissent profiter. Mais le Maroc, il a réalisé ces derniers temps des victoires diplomatiques très successives. La première, c'est les États justement qui avaient reconnu, qui avaient installé en fait 19 consulats. Donc c'est combien 22 maintenant. 22, oui. Donc ça prouve justement que voilà, que le Maroc est en très bonne voie et que ce conflit, que le Maroc il a gagné en fin de compte. Voilà, pour paraphraser James Baker, parce que James Baker il a dit auparavant que le Maroc il a déjà gagné. Voilà. Concernant les relations entre le Maroc et l'Algérie, je crois que c'est très complexe. Ne reflète pas seulement les intérêts économiques. L'Algérie veut affaiblir le Maroc, cherche une porte atlantique. C'est compliqué. C'est compliqué. Ils ne sont pas avoués. D'abord, il y a des comptes à régler depuis 1963. La guerre des sables. Oui. Des sables. Et les causes de Harb al-Rimal, ils sont très 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 complexes. C'est à cause de la France qui n'a pas réglé les frontières entre le Maroc et l'Algérie. Il y a aussi l'atmosphère internationale. Le Maroc il est lié à les États-Unis américains, l'Algérie a choisi l'URSS à l'époque, avec toute la force idéologique du marxisme à l'époque, c'est pas facile. Donc le Polisario, au début, il réfléchit, il a posé une stratégie de faire construire une petite étape, mais pour effondre le Maroc, et cherche ce qu'on appelle à l'époque le communisme international. Ce sont les esprits à l'époque. Maintenant, les choses sont différentes. Il y a un régime militaire qui a une stratégie d'affaiblir toujours le Maroc, parce qu'il croit que vraiment le Maroc c'est un État historique, il a les traditions d'État, et il sait très bien que l'Algérie avant 1880 n'existe pas comme un État. Il sait très bien, c'est la même chose avec l'Espagne. L'Espagne n'oubliera jamais qu'il y a 10 siècles, le Maroc, l'Espagne, toujours l'histoire, il y a des choses, on ne peut pas les comprendre sans retourner à l'histoire. Merci. Pour rebondir sur le même sujet, vous pouvez, deux points que je voudrais rebondir sur l'Algérie et la reconnaissance de l'Algérie, puis sur l'histoire de la nation. Je ne partage pas entièrement. D'abord, pour ce qui est de l'Algérie, le Maroc a reconnu, bien sûr, des États comme l'Algérie, comme la Mauritanie, mais le Maroc ne les a pas déclarés dans l'esprit d'un État contre un autre. Il a déclaré l'esprit, le rêve maghrébin. Le Maroc, depuis l'indépendance, quand il a eu son indépendance, les Marocains, à l'époque, les nationalistes marocains, avec les nationalistes algériens, rêvaient
rêvé avec l'instinct sahraoui à l'époque, qui venait aussi, qui défendait la marocanité et qui défendait, bien sûr, lutter contre l'occupation, rêvait d'un rêve. Le rêve ديال الناس اللي عاشوا الاستقلال شنو هو المغرب الكبير، المغرب العربي. C'était un rêve. Donc quand il a reconnu le Maroc, l'Algérie, راه بحال دابا l'Allemagne ou la France, ils ont l'Alsace متفقين واخا l'Alsace دوزو des siècles de lutte et de guerre pour qui contrôle l'Alsace. Par la suite, l'esprit, l'intelligence humaine a évolué vers une Alsace. Finalement, oui, c'est un drapeau français, mais pratiquement partagé, pratiquement. Donc le rêve, à l'époque, que rêvaient les nationalistes il y a 60. Ce qui est extraordinaire. À l'époque, ils avaient ce rêve d'intégration totale au niveau du Maghreb. Et on continue à investir dans ce rêve. La Constitution de 2011, la dernière Constitution, elle place les priorités marocaines et la diplomatie marocaine prioritairement. Et elle place le rêve maghrébin en tête d'affiche. L'Europe, l'Afrique, l'Islam, il place priorité, la Constitution, elle place le rêve maghrébin. On continuera à rêver de ce Maghreb. Ce n'est pas parce qu'il y a un régime algérien aujourd'hui qu'on va se dire que l'Algérie, elle sera toujours nos ennemis, ils seront toujours. Ce rêve, on va continuer et on va le transmettre à nos enfants. Parce que le Maroc a l'histoire ancestrale qu'il porte, il a des devoirs par rapport aux autres. Parce que les autres, peut-être, ils n'ont pas l'histoire à transmettre. Le roi du Maroc, Amir Mouminine, a ce rôle, a ce devoir de continuer à transmettre ce rôle. Vers même l'Afrique subsaharienne, vers le Maghreb, il continuera à porter le rêve collectif, Inch'Allah, un jour ou l'autre. Le jour, vous savez que quand le Maroc a reconnu la Mauritanie, pour l'anecdote, Hizb Istiqlal à l'époque, qui avait encore, n'a pas voulu reconnaître. Sa Majesté à l'époque avait nommé un ambassadeur en Mauritanie. Hizb Istiqlal, pardon. Parce qu'il est pour dire, mais avec le recul, on voit que le rêve, donc ça, même les provinces du Sud, ils font partie de ce rêve. Quand on parle d'autonomie, on parle d'un rêve humain. Quand on voit l'intégration européenne, et on ne peut pas imaginer que le Sahara occidental, pour revenir à la nation, parce qu'on parle d'un État, mais chez le Sahara, on parle d'un État, le Sahara occidental. Où le peuple sahraoui qui est le Sahara occidental. Alors que un pays ne peut pas imaginer, s'il y a un peuple sahraoui, c'est un peuple nomade, c'est un peuple qui circule. Si on parle d'un Sahara, l'Atlantique, c'est le massacre. Si on parle d'un Sahara, mais comment on peut imaginer, non, un État, qui est le Sahara occidental, mais le reste. Le Maroc, s'il a accepté même, et aujourd'hui on ne parle plus du Sahara de l'Est, le Sahara oriental, parce que c'est pas en allant, en essayant de grignoter du terrain, qui s'est démodé aujourd'hui. Pour l'humanité du 21e siècle, les idées le terrain, c'est dépassé. Il y a un terrain, on travaille ensemble, on doit pour le bien de la population. C'est l'exemple, je reviens de l'exemple de l'Europe. Ou l'Europe, l'Europe de l'Alsace. Le centre d'Alsace, il y a كافية كيفاش un tram تيمشي من هنا تيسبق en Allemagne تيرجع ça c'est هذا ساكن هنا تيخلص الضريبة لهيه ça c'est le rêve. Il a fallu deux guerres mondiales quand même pour en arriver. Il a fallu deux guerres mondiales quand même pour en arriver. Après des guerres mondiales, après finalement des guerres mondiales, ils sont arrivés à faire ça. Alors que nous, on a devant nous une seule, l'entrave principale, il y a un régime autoritaire, militaire, qui finalement, grâce à des moyens, grâce à un gaz, grâce à des ressources naturelles, continue finalement à tout ce qu'on espère le bien pour l'Algérie
Et on est en train d'observer ce qui se passe en Algérie. On se dit, c'est quand même notre voisin de l'Est. Et on voudrait pas que ça retentisse sur la population au niveau du Maroc. Donc, l'histoire de la nation avec un terrain, avec un peuple, le fait de le cerner un territoire occidental, déjà, c'est une contradiction flagrante. Le reste, le rêve maghrébin, on doit continuer à le porter. Il y a juste, je peux juste dire un mot. Vous avez parlé qu'une nation, qu'un État, c'est un peuple, c'est un terrain, c'est une population et un gouvernement. Moi, j'ai dit que déjà dans la conception de l'idée d'un État sahraoui, le fait de le cerner occidental, alors que le Sahara, il va au-delà. Donc, le fait de le cerner, le terrain est une contradiction, puisque les populations, les relations des populations entre les nomades, de toute façon, on sait comment c'est les relations. Qu'est-ce qui différencie la famille dans les membres qui ont c'est aberrant. On sait que c'est les mêmes familles, c'est la même tribu. Là, l'État, rien. Ils sont. L'esprit de la contradiction. On défend la marocanité, le fait la conception d'un État. Ce qui fait que la nation, l'État ou un rêve nationaliste, la réalité géographique qu'on voudrait mettre. C'est. Oui, juste tout à l'heure. Il faut impérativement que je commence quand même. Vous avez parlé, vous avez dit que le Front Polisario a créé un État. Un État. C'est-à-dire la race. A proclamé la race. Je ne pense pas que c'est le cas. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce qu'en fait, le Front Polisario, au départ, lorsqu'il a vu le jour, il était créé par des étudiants. Des étudiants qui étaient influencés, qui étudiaient à l'université de Rabat, qui étaient influencés par les discours émancipateurs de la révolution latino-américaine. Et ces gens-là, en fait, ce qu'ils voulaient justement, c'était trouver une solution à leurs problèmes. Parce que j'ai l'impression, eux, ils ont l'impression qu'ils n'étaient pas écoutés. C'est ça. Donc, c'est ce qui a fait que l'Algérie, elle a profité de la situation pour se rapprocher de ces populations-là, pour créer effectivement un État. Et là, je reviens sur ce que vous avez dit. Oui, effectivement, tout à fait. Il y a toujours un règlement de compte, en fait, dans ce genre d'histoire. Ce n'est pas le Front Polisario qui a créé un État. Le Front Polisario, au moment de sa création, il n'avait pas les moyens pour créer un État. C'est-à-dire, c'était un groupe d'étudiants qui n'avait même pas la capacité pour faire la promotion de sa cause sur le plan international. Ils ne pouvaient même pas rentrer en contact, par exemple, avec les Marocains du Nord, ou avec, pas les Marocains du Nord, mais avec, par exemple, le Sénégal. D'accord ? Un État qui est africain, qui est juste à côté. Donc, ce sont les hauts responsables algériens qui faisaient des grandes études, en fait, à l'époque, en France, qui faisaient de l'histoire, du droit international, qui avaient suggéré justement aux dirigeants du Front Polisario, et qui travaillaient au gouvernement, qui avaient suggéré justement aux dirigeants du Front Polisario de se transformer en État, pour se départir de qualité de simple rebelle et être en phase avec la résolution 1714. Je voulais juste, en fait. Et puis, par rapport à ce que vous avez dit aussi, c'est parfait alors. Et puis, justement, ce que vous m'avez dit par rapport à l'actualité, effectivement, si on suit l'actualité du Maghreb, chaque semaine, des milliers d'Algériens protestent, manifestent et brandissent des pancartes contre le régime paramilitaire qui y a une réelle mainmise sur le pouvoir et qui prive les citoyens algériens de leurs droits les plus fondamentaux. La société actuelle, c'est une société qui est complètement verrouillée. Lorsque je dis verrouillée, désamorcée, c'est-à-dire que l'accès au champ politique, l'accès au champ du pouvoir est complètement réservé aux élites algériennes. Et c'est le même cas d'ailleurs en Front Polisario, le pouvoir est complètement réservé aux élites. Donc soyez sûrs et certains que cette situation elle va changer avec le temps. Et je vous donne la certitude que le régime paramilitaire il va pas réussir à survivre. Oui, je vais être très très rapide parce que j'ai une réunion. J'ai deux points. Deux points. Non, c'est pas la peine.
Le premier point, c'est d'abord, je remercie Walid pour le travail qu'il a fait, qui est un travail académique. Donc forcément, c'est une approche à partir d'une analyse scientifique du réel, de l'existant, qui rentre naturellement dans son travail. Moi, je pense que c'est un premier départ pour faire une deuxième rencontre sur la question du Sahara, non seulement la placer dans un contexte historique global, le plus exhaustif possible, et puis avec les perspectives, ce que notre question nationale va devenir, sachant qu'aujourd'hui, nous avons énormément de cartes entre nos mains, et en termes de rapport de force, nous présentons quand même dans de bonnes situations. Mais attention, nous n'avons rien gagné. Vous avez vu nos meilleurs alliés, notamment les Américains. Chaque fois, c'est nous qui nous ont posé des problèmes. James Baker, c'est un républicain. Logiquement, il devrait être un de nos alliés. Non, c'est lui qui nous a mis des bâtons dans les roues. Christopher, un républicain américain, qui nous a mis des bâtons dans les roues. Le dernier, ancien président de la République fédérale d'Allemagne, qui nous a posé des problèmes, etc. Donc, il n'y a rien qui est gagné sur cette histoire. Il faut être très, très vigilant. Ce combat, moi je dirais cette guerre, n'est pas gagnée. Et nous sommes en train d'avancer. Pourquoi? Parce que nous avons un développement depuis que Sa Majesté Mohamed VI est arrivé au pouvoir, d'abord sur le plan interne, parce que notre pays s'est démocratisé, parce que nous avons créé des relais de croissance économique, parce que nous luttons contre la pauvreté de jour en jour, parce que nous créons les conditions objectives pour que le peuple marocain soit maître de ses affaires. Et la notion de l'autonomie élargie au niveau de nos provinces du Sud s'inscrit dans cette politique globale qui est une véritable politique de décentralisation avancée. Donc si vous voulez, moi je suis prêt à contribuer à une réflexion dans une deuxième rencontre en partant du travail qu'a fait Walid, que je remercie et que je félicite. Lui c'est un chercheur, moi je ne suis pas un chercheur, donc au mieux j'ai des idées à donner, de temps en temps je peux être polémiste, c'est bien aussi. Et donc ce qui m'intéresse, c'est cette réflexion-là. Deuxièmement, il y a un deuxième point qui pour moi est très important, c'est la dichotomie entre la notion de nationaliste et de patriote. Nous sommes des patriotes avant tout. Vous parliez de l'Algérie, etc. N'oubliez pas le 2 mai 1958, avec la conférence de Tanger, où il y avait Hizb al-Istiqlal, il y avait le FLN, il y avait Hizb al-Tostor de Tunis. On n'a jamais parlé, nous, de nationalisme. On a toujours parlé du Maghreb. Ceux qui sont opposés à ça, c'est la politique expansionniste des Algériens, du régime algérien depuis Vous parliez de la guerre des sables, en fait c'est avant. C'est le coup d'État de Boumediene, parce que c'est bien avant. Ça a commencé en fait par ce qu'on appelle le clan d'Oujda. Okay, et Bouteflika naturellement, qui était un des rejetons du clan d'Oujda, qui a oublié que s'il parle bien l'arabe, c'est parce qu'il a été éduqué au Maroc et parce qu'on lui a enseigné l'arabe, parce que tous les autres ne savaient même pas aligner 3 phrases en arabe, parce qu'ils sont des rejetons de l'école française. Et donc tout ça, ils l'ont oublié. Bref, je ne vais pas être mabrique, mais je dis tout simplement, s'il y a, moi je pense, et ça c'est un appel d'Idriss, je sais qu'il écoute, etc. C'est un excellent. C'est l'exposé d'Yelsi Walid Dialna. C'est un super tremplin vers. Parce que là, on est sorti quand même du sujet. Hein, vous m'excusez. Donc, c'est un excellent tremplin, peut-être pour recadrer, recentraliser un échange et un débat sur la question de Sahara al-Maghribiya, mais avec des extensions sur ce que peut être un véritable maghrébin. Et puis même la CDE, on peut parler de l'Afrique de l'Ouest, on peut aller beaucoup plus loin, parce qu'aujourd'hui, je pense que le Maroc quand même va de plus en plus occuper une place stratégique sur l'ensemble de l'Afrique. Voilà, je suis désolé, j'étais un petit peu long, mais... Pour répondre à ça, bien sûr. oui.
considère cette rencontre comme une salade. Il y aura des conférences, Inch'Allah, avec des grosses pointures. L'un des fondateurs du Polisario a dit, Inch'Allah, on a une université juste pour vous en dire, coopération avec Siway. Juste pour vous dire. Vas-y. Non, la deuxième chose, la société civile. C'est vrai. On n'a pas encore gagné justement les batailles de la société. C'est pourquoi je vous appelle, tous les Marocains et les Marocains, de voir comment justement faire fructifier vos réseaux. Vous êtes partout, au moins dans la région de l'Est, peut-être dans toute la France, et on essaye de travailler. D'ailleurs, on aura un événement culturel un an aussi. Ça entre dans ce cadre, mais on aimerait bien avoir des événements de manière continue et avec une grande persévérance, justement pour gagner la bataille de la société civile. Merci, c'est Albert. Moi, j'ai oublié, donc je tiens aussi à vous remercier, Sidris, de nous ouvrir tout le temps les portes, d'être vraiment, vous représentez vraiment le nouveau image de l'administration marocaine. Sincèrement, nous, on est vraiment contents de tout ce que vous faites. Juste pour le fait de nous ouvrir vos portes et d'être disponible, sincèrement. Deuxième chose, j'ai entendu parler tout à l'heure les deux messieurs donc, qui nous honorent de leur présence. Oui, c'est juste, je vous dis, à chaque fois, c'est pas pour vous manquer de respect, je me permettrai jamais, mais juste à chaque fois que j'entends de la propagande, ça me fait de la peine, sincèrement. Le discours qui est établi, c'est un discours qui est dépassé. On n'a rien ramené avec ce discours-là. Ils sont toujours là pendant 45 ans. On est toujours là, il y a des pays qui la reconnaissent, on est ici. Ça ne nous a rien ramené de nouveau. Il faut une autre dynamique, il faut changer de discours. Il faut, comme maintenant, comme on va, il y a le roi, il fait son travail. Il y a le ministre des Affaires étrangères, il fait très bien son travail. Il y a M. Hillel, aux Nations Unies, il fait très bien son travail. Nous, on aimerait bien que le Parlement aussi fait quelque chose. Il ramène quelque chose. On veut des actions concrètes. Moi, ça me fait de la peine lorsque je vois M. Othmani, le Premier ministre, à chaque fois qu'il fait un tweet, il le supprime après. Parce que je ne sais pas, si on ne gère pas ça, on laisse les gens qui savent gérer ça. C'est le ministère des Affaires étrangères, même s'il n'est pas élu, ça me fait mal pour aller un pays démocratique. Mais là, maintenant, c'est un concours de circonstances où c'est les personnes qui gèrent qui doivent être au poste clé. C'est tout. Le monsieur Othmani, je suis désolé de le dire, il ne gère rien du tout. Il devrait arrêter de parler de ça. C'est tout. Comment se fait-il, s'il vous plaît, qu'on accueille le président du Hamas? Comment se fait-il qu'on l'accueille? On dit que l'Iran, c'est eux qui ont donné des armes au Polisario. On l'a dit dans toutes les instances internationales. On l'a dit. Et le monsieur qui est armé par l'Iran, on l'accueille, on lui ouvre les portes. C'est pas possible. C'est pas crédible. C'est pas crédible. Devant les opérateurs internationaux, c'est pas crédible d'avoir ce. C'est soit ça, soit ça. C'est pas. C'est un des deux. Il peut y avoir des finesses. Il peut y avoir des finesses diplomatiques. Il peut y avoir l'opinion. Oui. Moi, c'est mon opinion. Je l'exprime. Bien sûr. Alors, on t'explique aussi. Oui. Il y a des choses, il y a des changements, il y a des règlements, il y a des messages à faire passer. Quand même, il ne faut pas se fixer sur le on pourrait inviter. Non, mais c'est sous couvert de. Oui, on pourrait. Oui, je sais très bien. On pourrait inviter. Les prérogatives, c'est clair. Oui. Oui. Les prérogatives essentielles de la politique extérieure, elle est dirigée par. Moi, c'est ça. On pourrait. C'est vrai. Oui, mais maintenant, parfois il y a des changements. Ça nous cause du préjudice. Non, c'est pas seulement le Maroc qui le reconnaît maintenant. Hein? Ça, c'est le pragmatisme. J'ai pas entendu. Non, c'est pas. J'ai pas dit les Palestiniens. Il y a une autorité palestinienne. On pourrait les inviter, leur ouvrir la porte. Eux, c'est autre chose. Est-ce qu'ils se sont déjà prononcés? Ouais.
Oui, moi j'aimerais bien en parler. Est-ce que les Palestiniens se sont déjà prononcés pour la marocanité du Sahara? Pour le bien de la cause nationale, on en parle en privé. Oui, ça marche. Oui, désolé. Donc, on repasse sur ça. Ça marche. Lorsque j'ai entendu que vous avez dit on arrive aux négociations avec le plan d'autonomie, c'est le maximum qu'on peut donner. Mais comment peut-on arriver? Walid, c'est toi qui dirige normalement le débat. Non, je veux juste non, c'est bon, je suis passé à autre chose. Comment peut-on arriver aux négociations en disant, on négocie avec une personne et on dit c'est la finalité qu'on va donner, c'est le plan d'autodétermination. C'est pas possible. Lorsqu'on arrive aux négociations, c'est pour faire des concessions. On ne peut pas arriver aux négociations et dire c'est le maximum que je vais donner, c'est un plan d'autodétermination. Le jour où il y aura des négociations, des vraies, il faudra faire des concessions qui vont être douloureuses. Il faut dire ça au peuple. Et on en a entendu parler. Il y aurait eu une création d'un dirham sahraoui, il y aurait un parlement sahraoui, il y aura la police sahraoui. Ça, il faut le dire au peuple. Que ce qu'on leur a présenté en tant que plan le plan, c'est qu'il y aura d'autres concessions qui vont être, elles seront douloureuses pour qu'on puisse régler ce problème. Si vous permettez, c'est bon. Pour intéressant. Oui. Moi, je respecte totalement votre avis. Des fois, il ne faut pas mettre tout le monde, parce qu'il y a plusieurs. La diplomatie marocaine est l'affaire, surtout une affaire d'intégrité territoriale. Le garant de l'intégrité territoriale, c'est Sa Majesté. Donc l'avis des partis politiques et tout, ils suivent pratiquement. Alhamdoulilah, on a une unanimité sur la question. Ce n'est pas une question qui est débattue sur le plan politique interne. Tout le monde est sur la même ligne. Alhamdoulilah, on a un chef d'État, effectivement, quand il a une vision, ما كانش شي واحد في المغرب هذه 20 عام وتيشوف سا ماجيستي يمشي لافريك وتيدير هذا 10 سنين وكان تينوي الفيناليتي اللي غيوصل لها ماشي غير sur le plan politique mais aussi sur des questions stratégiques qui vont durer. C'est l'investissement, c'est des entreprises marocaines, c'est vraiment une vision. Et il a proposé à ces pays africains un développement win-win, un développement sud-sud. Le Maroc est modèle dans ce monde. Écoute, ce qu'on a proposé nous aux Africains, ce que Sa Majesté a proposé, nous, on est sur les propagandes, oui, on doit faire connaître ce que fait le Maroc. Bien sûr, est-ce que c'est le chef de l'État marocain? Ce que proposait Sa Majesté aux Africains ne l'ont jamais fait les pays européens. C'est une grosse différence. Ouais. Pourquoi le Maroc aujourd'hui a une place de plus en plus importante chez des pays qui étaient normalement, c'est une chasse gardée pour la France. Un précaré. Pour la France ou pour d'autres pays, que ce soit l'Afrique de l'Ouest ou centrale ou la de l'Est. Et d'ailleurs, bien sûr, on est en train d'en parler. Cette vision de Sa Majesté, cette vision africaine de Sa Majesté, est vraiment à montrer ce côté positif, bien sûr, sur tous les plans. Le côté positif, il y a le retour de l'Union africaine et tout ce que le Maroc a gagné comme c'est parce qu'aujourd'hui, quand le Maroc va à l'Union africaine, quand il va sur des tables de négociation, c'est les Sahraouis eux-mêmes qui sont sur la table de négociation. Parce que vous savez, on a des parlementaires avec nous qui sont élus par plus de voix que la population totale et qui est attaquée contre les oui. C'est-à-dire ils ont une légitimité réelle. Ouais. Ils parlent au nom des... Et puis c'est des Marocains, bien sûr, fiers de l'être et qui défendent la marocanité, bien sûr, de leur... Maintenant, ce qu'on fait, le gouvernement, bien sûr, a un rôle, les autres institutions ont un rôle, comme la société civile. Tout le monde a un rôle de travail sur, en tant que Parlement, on fait ce qu'on appelle une diplomatie parallèle. On est là, au Conseil de l'Europe, pour défendre, bien sûr, les grandes questions concernant le Maroc. Alhamdoulilah, ici à Strasbourg, si vous voyez un petit peu les rapports le Conseil de l'Europe sur le Maroc, vous allez voir que sur ces questions-là, parce qu'il y a il y a des courants, il y a des lobbies, financés aussi par nos adversaires, qui circulent un petit peu dans les couloirs le Conseil, et qui, bien sûr, de temps en temps, cherchent à insérer une petite phrase quelque part, faire un précédent. Il n'y a jamais eu
de précédents au Conseil de l'Europe, l'affaire de la Marocaine du Sahara. Et ça, c'est un véritable exploit. Mais je ne dis pas, un véritable exploit parce que c'est très important. C'est une institution très très importante. Ce qu'a fait le Maroc, le congrès des collectivités, des gouvernements locaux et régionaux, les villes des provinces du Sud sont représentées à Strasbourg, le Conseil de l'Europe, partenaire pour la démocratie, avec chacun, bien sûr, la vision, ou bien sûr, les tracés par Sa Majesté, la diplomatie nationale, bien sûr, est tracée par le chef de l'État. Maintenant, ce que fait chacun, bien sûr que le ministre des Affaires étrangères fait de l'excellent travail. Il faut le dire, il faut le souligner. Bien sûr, fait de l'excellent travail, rien à dire. Bien sûr, on est très content. Il le fait aussi sous les orientations royales. Ouais, exactement, c'est un ministre régalien. Bien sûr, il les fait, et il les fait bien, bien sûr. C'est très important. Notre force première au niveau de l'échiquier international, notre force première, c'est la position d'en jouir Sa Majesté, le respect d'en jouir Sa Majesté. Sa Majesté, quand il est reçu en Europe, vous avez bien vu, la commémoration de 44, il était devant le président américain. C'est pas parce qu'il s'appelle Mohamed, c'est parce que qu'il est reconnu et respecté. C'est une position reconnue par... Et ça, on doit en tirer profit, on doit être, bien sûr, on est tous fiers, je suis sûr qu'on est tous fiers de ça, on tire notre force de ça. Et en continuant sur cette et en essayant un petit peu d'accompagner, en tant que parlementaire et patriote, je ne me permets jamais d'exprimer mon sentiment personnel, mon avis personnel, avant de voir finalement ce que le ministre ou Sa Majesté, quelle est la vision de la question. Je suis d'accord. Pour ne pas. Et c'est normal, je le dis, mais c'est pas parce que je n'ai pas un avis. Je préfère ça. Mais c'est pas parce que. Mais parce que, au niveau diplomatique, mon rôle n'est pas de faire la diplomatie marocaine. Que ce soit cohérent. Mais bien sûr, il faut que je sois cohérent, parce que je représente. Des gens m'ont élu pour les représenter, et n'ont pas élu pour lancer des avis à gauche et à droite. C'est pas permis. Je suis d'accord avec vous. Moi, qu'on a dit un avis, je le garde pour moi. J'ai pas le droit de lancer des choses. Donc, il y a d'autres questions. Probablement que Sa Majesté est appelée à jouer des rôles un petit peu partout dans le monde, des rôles historiques. Mais chez le Maghreb, même ailleurs. Et des médiations. La médiation, il a des rôles historiques à jouer. On n'a pas les données pour pouvoir exprimer un petit peu sur cette question. C'est tout à fait dans l'histoire et dans la ligne de notre pays et de notre roi. Il est appelé à jouer des rôles. C'est important, on ne peut être que fier un petit peu du rôle joué par Sa Majesté sur un certain nombre de conflits, où toutes les institutions sont appelées à jouer leur rôle. En tant que parti politique, déjà, on doit jouer notre rôle. En tant que parlementaire, on joue notre rôle. Par exemple, au niveau du Conseil de l'Europe, je suis membre du groupe du PPE, au niveau du Conseil du Parti populaire européen, qui est le premier groupe. Ça, c'est à travers mon parti, parce que le parti a des relations avec les membres, avec les groupes, avec les partis de cette famille politique. Donc, chacun de nous, et puis la société civile, a un rôle, bien sûr, aujourd'hui très très important, et on sait que le manque, la faiblesse de la thèse des séparatistes, ou un régime algérien et tout, comme ça ne tient pas un petit peu chez des élites, comme ça ne tient pas chez des gouvernements, il se passe sur la société civile, en finançant des activités un petit peu partout. De l'argent qui reste. L'argent vient des Algériens, malheureusement. L'argent qui va se terminer un séjour, c'est sûr. Mais l'argent qui devrait être investi pour la santé ou l'éducation ou l'emploi des Algériens, il est investi un petit peu comme ça, partout. Nous, on n'a pas ces moyens. On peut pas heureusement qu'on les a. Heureusement qu'on les a. Si on les avait, on serait dans le même état qu'eux. Ils le reconnaissent. Il y a d'autres façons de travailler en faisant des banques,
des assurances. Chacun de nous doit faire son... Travailler, il faut travailler. On a félicité Cédric, effectivement, avec le dynamisme qu'il a apporté, c'est très important. Merci à vous pour votre réponse, c'est gentil, monsieur. 2 minutes, même pas. Juste sur Hania, sur Hamas, avant de conclure. J'aimerais juste dire un mot, si, c'est important, c'est important. Si, c'est très important pour moi. Donc, moi ce que je veux dire, c'est que démocratiquement, le Maroc élit ses représentants. Il n'y a plus personne, il n'y a plus un organisme international, il n'y a plus une association de droits de l'homme, il n'y a plus qui vient critiquer le Maroc sur la question de l'honnêteté des élections. Il peut y avoir par-ci par-là un problème, mais on n'a pas plus de problèmes que les pays dits démocratiques depuis des siècles, comme les États-Unis, ou l'Angleterre, ou la France, etc. Donc nous avons un parti qui a été élu démocratiquement par le peuple marocain, qui s'appelle PJD. Moi je suis très loin des islamistes, j'ai rien à voir avec les islamistes, bien loin de moi l'idée, qu'on soit clair, mais ce parti est élu démocratiquement pour la deuxième fois, donc il dirige le pays, point à la ligne, il n'y a rien à dire, c'est tout, c'est la démocratie. Si ce parti a décidé d'inviter le représentant d'une des fractions les plus importantes du peuple palestinien, c'est son droit le plus inaliénable. Il faut qu'on apprenne ça, il n'y a rien à discuter, c'est normal. En plus de ça, le Hamas, qu'on ne le veuille pas, c'est une force politique énorme, puissante. On ne peut pas discuter avec le peuple palestinien sans tenir compte du Hamas. Voilà. Alors ça, c'est les constats. C'est les constats objectifs. Maintenant, il y a les constats et en même temps les exigences. Moi, je pense que le fait de l'accueillir est d'une finesse diplomatique et intellectuelle de très haut niveau. Non. Moi, je vais donner mon point de vue. Il me reste 40 secondes. Donc, pour moi, c'est d'une finesse extraordinaire parce qu'un Maroc qui a renoué ses relations avec Israël, un Maroc qui n'est pas tout à fait sûr de l'attitude que va adopter l'administration Biden sur notamment notre question nationale, un Maroc qui est tiraillé par une Mauritanie qui n'est pas sûre, une Algérie qui est fondamentalement contre, une Espagne qui a toujours été contre et raciste, excuse-moi le terme, moi je les connais bien. Donc, c'est normal que nous, on puisse montrer qu'on est une puissance incontournable dans un débat qui intéresse beaucoup plus notre petite région, mais qui est hyper important au niveau international, à savoir le Moyen-Orient. Et aujourd'hui, on démontre que nous, on n'a peur de rien. Vous savez, quand Hassan II avait reçu Shimon Peres, qu'est-ce qu'il disait? Son message, c'était aux Américains. Il leur disait, vous êtes qui? Moi, je peux recevoir chez moi qui je veux. Parce que j'ai la capacité pour le recevoir. Je veux rester poli. Parce qu'au Maroc, on utilise une expression un peu plus corsée. Vous voyez ce que je veux dire? Donc aujourd'hui, ce qu'on dit aux Israéliens, ce qu'on dit aux Américains, et je finis, c'est que nous, on a aussi, de la même manière, et voilà, en respectant la démocratie dans notre pays, parce que les partis qui dirigent sont des partis qui sont élus démocratiquement. Point. Voilà, je suis désolé. Bravo Abdel. Voilà, non, mais je suis désolé. Merci beaucoup pour votre participation et surtout merci pour toutes ces questions et toutes ces réponses. Et je vous remercie encore une fois d'être venu et pour une prochaine fois, Inch'Allah. Merci. Merci.